Question. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du MAG, 30 minutes consacrées à l'éducation de vos enfants. À chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national avec Alix et Nguyen. Salut Alix. Salut. On y va pour le sommaire. Le MAG qui souhaite aujourd'hui alerter sur la disparition de jeunes autistes, bien trop nombreux. Sur ce plateau, une présidente d'association nous dressera un état des lieux pour le moins inquiétant, quand un véritable dispositif. Que font les pouvoirs publics? On posera bien évidemment toutes ces questions. Qu'est-ce qu'un trouble du spectre autistique? Comment vivre avec? Après un burn-out, vous verrez qu'une jeune dessinatrice a décidé de se livrer, de se raconter, d'illustrer son quotidien. Sur papier, il y aura une loupe avec Alix. Oui, et je vous parle de Charlotte et de son frère Enzo, atteint d'autisme, un autisme sévère. Ils partagent leur quotidien sur les réseaux et ça cartonne. TikTok et Instagram, on va voir ça dans un instant. Et je vous présente sans plus tarder nos invités, à Alix et moi. Élise Couval, bonjour, via Skype, je crois que c'est plus Skype, via Teams, maintenant auteure illustratrice de Vivre avec un TSA, les troubles du spectre autistique, c'est aux éditions Mango. Merci d'être avec nous. Également Corinne Baculard, bonjour Corinne, vous êtes présidente de la fondatrice de l'association Approche Global Autisme. Vous avez également lancé un magazine, c'est ça? Oui, un magazine gratuit numérique. Vous êtes à tête d'une association qui a combien d'abonnés, Corinne? J'ai 25 000 abonnés tout réseau. Bon, je n'ai pas 25 000 likes, mais un peu partout, il y a du monde, beaucoup de réseaux et j'ai 3 sites internet. Corinne, vous nous dites qu'un enfant autiste disparaît tous les 12 jours en France? Oui, sans penser et oublier ceux dont nous ne savons pas la disparition. Parce que des familles ne connaissent pas nos réseaux ou ne le partagent pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un enfant autiste disparaît, on ne peut quasiment compter que sur la puissance des réseaux sociaux, des nombreux partages de parents? Alors, je pense que c'est la priorité sur laquelle il faut acter actuellement. On parle des enfants, mais des adultes disparaissent. Je précise qu'il ne faut pas oublier que dans les autistes, il y a des adultes qui n'ont pas forcément non plus leurs repères et leurs codes sociaux et le fait de communiquer. Et sur le terrain, il y a 2 grands groupes, c'est pas compliqué, c'est Collectif Sécure Autisme et Sécurité Autisme Disparition. Pour ceux qui ne connaissent pas bien l'autisme, Corinne, comment on explique ces nombreuses disparitions? Problème de codes sociaux, pas du tout se rendre compte du danger. Un enfant autiste peut aller courir sur l'autoroute sans problème, ne pas se rendre compte de traverser entre 2 voitures et puis peut-être prendre la main de quelqu'un et partir parce qu'on n'a pas les mêmes armes. Est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce qu'on sait combien de disparitions, combien de décès, malheureusement aussi? Alors, je peux vous en parler que depuis 3 ans et demi. Je dirais 130 disparitions sur celles que je connais. Attention, parce qu'il y a des familles qui ne vont pas dans les médias, il y a des personnes qui sont retrouvées 10 minutes après, donc on n'en est pas forcément au courant. Et pour les décès, là, je dirais 17 en 3 ans et demi. Des décès également par noyade, c'est ça aussi? Beaucoup de noyades, oui. Et après, il ne faut pas oublier que ces personnes sur la voie publique peuvent être agressées et même sexuellement. Quel a été le point de départ de votre initiative? Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette association? Enfants autistes. Et sur le terrain, au niveau du parcours de soins, c'est très compliqué. C'est d'abord pour cela que j'ai voulu faire l'association. Parce qu'il faut savoir que les personnes autistes sont aussi diabétiques, épileptiques, ont des troubles digestifs, ont d'autres maladies. Toutes ces problématiques ne sont pas assez connues de la médecine générale. Et le parcours des soins dentaires, du soin gynécologique, c'est vraiment le parcours du combattant, même pour les adultes. Et après, forcément, avec tout ce qui se passe sur le terrain, je me suis diversifiée. Donc, ça part dans tous les sens. C'est sur les droits, sur les cafés parents, sur proposer des dispositifs et de la documentation gratuite dans tous les domaines. Corinne, qu'est-ce qu'on retrouve dans vos kits qui sont ô combien importants?
tous ces kits que vous développez? Alors, on essaie d'équiper les familles parce que sur le terrain, ça ne va pas. Voilà, la délégation a fait une fiche, un papier dont personne connaît l'existence ou très peu. Donc, du coup, on est obligé de trouver des astuces. Donc, ça passe par des cartes en carton qu'on peut mettre dans n'importe quel pantalon, cousu dans une poche, dans un cordon badge. Là, cette année, on aura un super porte-clés. Dès qu'on l'approchera avec un téléphone en NFC, ça appellera sa maman ou la famille. Des porte-clés avec des QR codes, une plaque chaussure. On est obligé de penser à plusieurs choses, tout simplement parce que la personne qui acceptera le Ça marche, par bracelet, exemple, le porte-clés avec la QR code, comment ça fonctionne? eh ben, il suffira de le badger en QR code. Et si la personne ne peut pas s'exprimer, ben, la personne qui l'aura retrouvé pourra lire Je suis une personne autiste, parlez calmement, une consigne à la fois, prévenez le 17. Et le NFC, bah, ce qui est génial, c'est que ça va appeler directement la famille qui se sera connectée sur l'interface de vestal.com. Pourquoi vous demandez de plus en plus les centres d'intérêt des enfants? Parce que quand la personne elle est sur le terrain, la famille nous donne souvent ses points d'intérêt parce que ça mobilisera les gens qui sont au courant de cette disparition d'être plus vigilants. C'est un point d'eau, des manèges, les bus, les transports, les trains, mais selon l'intérêt de la personne. Est-ce qu'il est courant de retrouver souvent des jeunes autistes qui ont porté disparu? Est-ce qu'on les retrouve souvent à l'étranger quand on les retrouve? Pas souvent, mais ça arrive, oui. Si la personne, son intérêt est les trains, il peut monter dedans. S'il n'a pas de trop gros troubles du comportement, il peut ne pas attirer l'œil. Et du coup, effectivement, aller très loin, comme en Suisse ou en Slovénie. Comme ça arrivait encore récemment. Alix. Et Corinne, est-ce que les établissements scolaires aujourd'hui sont sécurisants pour les enfants autistes? Alors, il faut savoir qu'il y a très peu de personnes autistes qui sont, hélas, à l'école. Ça, c'est encore un autre sujet sur lequel on peut parler 2 heures, ce qui est un vrai scandale. Donc, il n'y aurait que 20% de personnes autistes à l'école, mais par contre, les disparitions peuvent venir de partout. Ça peut même être d'être un IME, d'une famille dans la rue. Élise Couval, vous êtes auteure illustratrice de Vivre avec un TSA aux éditions Mango. Vous avez été diagnostiquée assez tard, je crois, à l'âge de 27 ans. Très clairement, il y a eu un avant et un après ce diagnostic. Oui, parce que j'étais prof depuis plusieurs années avant de faire un burn-out. Et c'est suite à ce burn-out que j'ai eu le diagnostic d'autisme. Justement, quand vous avez été diagnostiquée, que vous a dit l'administration? Ouh, c'était un long parcours. Il y a eu plusieurs tentatives d'aménagement de poste qui ont plus ou moins échoué. Échoué. Du coup, il y a eu une tentative de reclassement professionnel. Ça, on a quasiment essayé de vous mettre à la retraite. J'imagine que c'était ô combien difficile. Dans ces cas-là, vers qui on se tourne? Qui a trouvé les bons mots? Qui a peut-être fait les bons gestes pour vous remettre sur les rails, si je puis dire? Du coup, c'est ma psychiatre, le docteur Corinne Fréville, qui collabore avec moi sur le livre, qui m'a mis en lien avec Sylvie Godet, qui est une aidante et qui m'a appris mon fonctionnement. C'est une ancienne dame qui travaillait au CRA de Reims. Et elle m'a vraiment tout appris sur le fonctionnement autistique, la batterie émotionnelle, les besoins spécifiques, etc. Et c'est quand avez-vous compris comment je fonctionnais. Quand avez-vous compris, du coup, Élise, que votre deuxième carrière, elle allait se réaliser justement dans le dessin et l'illustration, vous qui enseignez déjà les arts plastiques aux élèves par le passé? Comment c'est arrivé, c'est ça? C'est ça. Oui. En fait, je suis tombée au fond du trou. J'ai encore creusé. Parce qu'après le diagnostic, il y a beaucoup de colère qui se mettent en place, l'injustice, l'incompréhension. Et ça m'a beaucoup submergée. Et à un moment, 2 ans, j'ai eu besoin de tout coucher sur le papier, de tout dessiner.
Le dessin, c'est un moyen d'expression, c'est mon refuge depuis que je suis toute petite, donc c'était presque évident de passer par ça pour exprimer tout ce qu'il y avait en moi. Et vous avez quel retour? Vous avez quel retour depuis la sortie de ce deuxième ouvrage? Je regarde pas trop les retours parce qu'émotionnellement, c'est vite submergent et saturant. Mais j'espère que ça se passe bien. Plutôt bon, je vous le dis alors, ils sont plutôt bons. D'accord, bon, super. Vous pouvez y aller, allez-y. Et Élise, comment est-ce que vous percevez la prise en charge des personnes autistes aujourd'hui? En tout cas, en tant qu'adulte, quand on est diagnostiqué tardivement, on nous dit vous êtes autiste et pouf, on vous laisse un peu dans un coin. D'où la nécessité, je pense, d'avoir des livres, d'avoir des médias qui permettent de sensibiliser à l'autisme pour qu'on se comprenne nous et aussi que les autres comprennent l'autisme. Quel regard vous portez sur votre précédent métier, même si c'est peut-être le même au final, et de ce contact que vous aviez avec vos élèves? Très, très bon souvenir. J'adorais mon métier, j'adorais le contact avec les élèves, même si c'était fatigant. C'est plus avec les collègues que c'était compliqué, au moment où il fallait faire les réunions, dans les interactions sociales. Mais avec les élèves, ça se passait très bien. En plus, c'est un intérêt spécifique, l'art, du coup, j'étais comme dans un poisson dans l'eau, comme on dit. C'est ça, parce que je pensais à interaction sociale aussi avec les élèves, mais en fait, non. Avec les élèves, c'était totalement différent. C'était au final, avec les collègues que c'était plus dur à gérer, cette dimension Oui, parce interaction qu'avec sociale. les élèves, on était dans le domaine artistique. J'avais mon cours qui était réglé à la minute près. Je savais exactement à quel moment je devais parler, présenter le cours, faire la pratique, le rangement. J'étais tout organisé. Donc, ça me permettait un peu d'avoir un mois d'angoisse par rapport à ça. Et quand il y a des changements à faire, avec votre éditeur, j'imagine, mais des petits changements, des petits réajustements, comment ça se passe? J'ai failli tout arrêter. Quand il a fallu réécrire certains passages, voilà, j'ai envoyé un mail complètement affolé. Je dis oulou. Mais mon éditrice a été super, elle a su me rassurer et puis ça s'est bien passé. Corinne, vous avez lancé le magazine Autisme, il est gratuit. Où est-ce qu'on le trouve et qu'est-ce qu'on y trouve surtout dans ce magazine? Alors, il est numérique et il est trouvable sur magazineautisme.com. Je fais intervenir en priorité des personnes autistes, voilà, parce qu'on ne peut pas. Je suis ravie aujourd'hui de voir que Élise est invitée. En tant que présidente, je ne conçois pas qu'on puisse parler d'autisme sans les personnes concernées. D'ailleurs, j'appelle tous les médias, tous les présidents d'associations, et peu importe, d'inviter ces personnes-là. Voilà, parce qu'on ne peut pas parler de cela sans qu'elles soient là. Alors, je n'ai pas entendu Élise, je me permets. J'étais en parcours diagnostic d'autisme. Honnêtement, j'ai laissé tomber. Voilà, j'ai mon diagnostic de TDAH, mais le parcours diagnostic, c'est une horreur. Voilà, je voulais faire une petite aparté, si vous permettez. C'est-à-dire, expliquez-nous. On manque de personnes dans toutes les villes. Des fois, il faut payer certains bilans. Si c'est un bilan avec une neuropsychologue, il faut le payer, 300 € en général. Moi, j'étais partie sur 2 médecins différents qui n'étaient pas loin de ma ville, mais les rendez-vous étant pris, elles se sont désistées ou elles n'ont pas donné suite. Et en général, on se démotive. Voilà, donc c'est vrai que ça ne changera rien à 51 ans pour moi, mais ça m'aurait quand même permis d'apprendre plus de choses sur moi. Quel est votre quotidien aujourd'hui? Alors, je suis aide-soignante à mi-temps. Je travaille 365 jours par an depuis 5 ans. Et ma fille, elle a 14 ans. Mais surtout, ce que je veux dire au pouvoir public, c'est que ce n'est pas normal qu'elle se substitue à nous. Parce que quand il y a une disparition, moi, je parle que pour moi, mais je sais que le collectif Security, c'est pareil. Moi, je passe 8 heures sur mon portable. Donc, la dernière fois, par exemple, il y avait quelqu'un qui était dans la rue 4 jours. La maman est venue auprès de moi. Ce jour-là, j'ai eu de la chance. J'ai eu 3 médias qui ont donné suite. Des fois, c'est 0.
Le soir même, à 19h, il était retrouvé. Donc, en fait, si nos 2 collectifs ferment, j'ai très peur de ce qui va se passer. Donc, il faut que ça aille beaucoup plus vite. C'est-à-dire que, on va parler franchement, il faudrait un dispositif qui émane de l'État, comme par exemple l'alerte enlèvement, quelque chose dans ce genre. Oh, bah, vous savez, on m'a dit que ça serait pas très une bonne idée parce que ça ferait stresser les gens. Ça ferait stresser les gens, mais surtout les enfants. Les 10 jours, au bout d'un moment... Bah... Une alerte tous les 10-12 jours, c'est ça? D'accord, avec la petite musique. Mais bon, encore une fois, on a prouvé que c'était efficace, donc c'est vrai que c'est quand même un petit peu dommage. Alex. Et Corinne, au-delà des outils que vous proposez, est-ce que les parents peuvent mieux se préparer ou anticiper les disparitions, les fugues? Alors, anticiper, c'est compliqué avec certaines personnes, mais oui, moi, je conseille aux familles vraiment de s'équiper. Alors, il y a des personnes qui supporteront le bracelet, pas d'autres. Il y en a, ils supporteront un sac à dos, pas d'autres. Il y en a, ça sera un porte-clés, pas d'autres. Il faut aller dans tous les sens. Nous, on va proposer des étiquettes thermocollantes. Certains vont faire des GPS, certains vont faire de l'encre sur le bras, parce que certains ne supporteront pas le porte-clés ou le GPS ou tout nouveau objet. Donc, en fait, on est obligé de trouver en adéquation avec les troubles sensoriels de la personne des solutions. Mais en tout cas, il ne faudra pas compter non plus que sur un GPS ou sur un seul des outils. Un GPS peut tomber aussi en panne. Bien sûr. Ouais. Élise et Corinne, vous restez bien évidemment avec nous. C'est l'heure de la loupe. Et la loupe, c'est avec Alex. Et aujourd'hui, Alex, il nous fait découvrir le quotidien d'Enzo et de Charlotte. Enzo, c'est son frère. Ils sont tous les deux atteints d'autisme sévère. Non, alors Enzo est atteint... Enzo atteint d'autisme sévère. Enzo a 22 ans, il est atteint d'autisme de Kanner, un autisme sévère avec déficience intellectuelle associée. C'est en 2021 que Charlotte décide de partager leur quotidien sur Instagram et TikTok pour sensibiliser à l'autisme. Aujourd'hui, ce sont des centaines de milliers de personnes qui les suivent à travers leurs publications. Charlotte et Enzo brisent les clichés. L'autisme ne se résume pas à des génies ou à des comportements extrêmes. Charlotte tient à nuancer l'image souvent caricaturée de l'autisme en rappelant que derrière ce handicap se cache une réalité d'efforts quotidiens, de progrès, de travail en famille. L'inclusion est un sujet particulièrement important pour Charlotte. Elle plaide pour une meilleure compréhension de situations quotidiennes comme les bruits dans les transports en commun qui peuvent surstimuler son petit frère. Ces moments partagés permettent de rappeler que l'autisme n'est pas toujours visible et que l'adaptation du monde extérieur est essentielle pour favoriser l'inclusion. Chaque petit progrès d'Enzo, qu'il s'agisse de plier ses t-shirts ou de cuisiner avec sa sœur, est une victoire partagée avec la communauté. Ah, ça y est. C'est fini le tapis? Tu l'éteins tout seul parce que t'es grand. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va aller prendre un énorme verre d'eau, parce que j'ai soif, et puis on va aller préparer le repas. Est-ce que tu peux aller ranger l'enceinte à sa place? Et Enzo, il faut que tu refermes la fenêtre, parce que sinon Stan, il va avoir des moustiques dans sa chambre, il va pas être content. Vas-y, c'est tout seul. Non, délicat. Hop, travail d'équipe. Bah là, il y a une moustiquaire. Ah non, elle est pas fermée. Tu m'attends pas, Enzo? T'es où? Charlotte? Ouais. Oh, qu'est-ce qu'on dit à Charlotte? On dit pas ouais. Ah, tu me parles plus jamais? Ça me fera des vacances, écoute. Ah, quand il faut aller manger, là, tu cours, hein. Non, mais... Enzo! T'es où? Élise, je le disais, sur les réseaux sociaux, Charlotte dénonce et tâche de déconstruire certains stéréotypes. Selon vous, quel est l'aspect le plus mal compris ou sous-estimé de l'autisme dans la société? Son aspect invisible, je dirais. Le fait que ça se voit pas, ou surtout quand on est une femme, on a du mal à comprendre qu'on peut être autiste au féminin. Pourquoi c'est plus compliqué pour une femme?
Parce qu'on a longtemps cru que les femmes ne pouvaient pas avoir un autisme, en tout cas sans déficience intellectuelle. Et il y a encore beaucoup de préjugés par rapport à ça. Donc on entend souvent, quand on a fait des études, on ne peut pas être autiste, quand on est femme, on ne peut pas être autiste, quand on est parent, on ne peut pas être autiste, etc. Donc je pense que les préjugés, le côté invisible, c'est ce qui est le plus compliqué. Et vous, Corinne, vous partagez ce point de vue sur les stéréotypes qui dominent ou les incompréhensions? Alors désolée, je n'ai pas entendu ce qu'a dit Lise, mais ce que je peux dire, c'est que chaque personne autiste aura son expression de son autisme. Ce n'est pas marqué sur le front. Vous pouvez très bien avoir vous-même un collègue, quelqu'un de votre famille qui n'est même pas diagnostiqué, parce que certaines choses sont moins marquées. Néanmoins, reviennent toujours les deux mêmes choses, puisque le diagnostic repose sur cela. C'est les difficultés dans la communication, les interactions sociales et les intérêts restreints ou les comportements répétitifs. Mais vous pouvez très bien connaître quelqu'un qui peut vous paraître original, obtus, ne pas regarder dans les yeux, vous passez devant à la cantine et puis on aurait tendance à se dire il est mal élevé. Mais ça peut être aussi une personne autiste qui n'a pas été diagnostiquée parce que une personne autiste ne fait pas que se cogner la tête contre un mur. Les films sont souvent des clichés et ne représentent pas forcément la réalité. Et les personnes qui ont eu la chance d'aller à l'école, parce que je peux vous dire que ce n'est pas beaucoup, elles auront accès au travail, pour certaines. Et quand on arrive au travail, il y a encore la difficulté du monde du travail qui peut mener encore à des burn-out et d'autres problématiques. Élise, on le disait tout à l'heure en préambule, vous avez été, vous, diagnostiquée à l'âge de 27 ans, donc sur le tard, encore une fois, et vous avez été diagnostiquée après un burn-out. Comment s'est passée votre scolarité? J'étais une très bonne élève, en fait. Donc, j'ai une scolarité qui s'est passée sans encombre. J'étais dans mon coin, je faisais pas de tumulte. Du coup, je suis passée inaperçue. J'étais quelqu'un de très timide en plus et plutôt solitaire. Ce qui est d'ailleurs pour ça aussi que le diagnostic pour les femmes passe plus tardivement parce que on est souvent des petites filles timides et on fait pas on fait pas de tumulte. Vous aviez un moment, vous en parlez assez facilement, enfin en tout cas vous en parlez, après votre burn-out perdu, cette étincelle, on vous voit toujours aussi pétillante. Comment vous avez retrouvé cette étincelle? Bonne question, je crois, à travers le dessin, ma petite mascotte qui est un oiseau, et les oiseaux, c'est un gros intérêt. Donc, du coup, c'est que du bonheur. Alix. Et vous, Corinne, vous avez également été diagnostiquée tard. À quel point est-ce que ça a pu vous faire défaut de ne pas savoir avant? On passe peut-être pour quelqu'un de têtu. Moi, j'ai triplé ma 5e. Personne ne s'en est offusqué. Je pense que dans mes connaissances, je suis la seule à qui c'est arrivé. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait triplé une classe, perso. Je répondais aux profs, je réponds à mon cadre, je mets les pieds dans le plat tout le temps. Alors, je ne dis pas que parce que j'ai mon diagnostic, j'ai le droit de continuer et que c'est génial. Je dis juste que maintenant, je comprends mon comportement. Et mon diagnostic à 50 ans, c'est encore une problématique de parcours du combattant. C'est le mot qui revient, l'expression qui revient le plus souvent, effectivement, quand on parle d'éducation, d'école, de prise en charge, de diagnostic. J'ai quand même le sentiment, mesdames, et on va commencer avec vous, Corinne, que j'ai l'impression qu'on n'a jamais parlé autant d'autisme, et on a quand même l'impression que quand on vous entend, vous, sur le terrain, que ça avance très, très doucement. Oui, on en parle, mais concrètement, ça avance doucement. Il y a beaucoup de choses à revoir. Oui, on en parle, tant mieux. Il y a quand même 700 000 personnes en France et peut-être beaucoup plus puisqu'elles ne sont pas tous diagnostiquées. Puis il y aura celles à venir. Mais je suis un petit peu déçue. Moi, je travaillais à la délégation interministérielle. Je me suis éloignée de ces gens-là. Beaucoup de com, beaucoup de bisounours, mais sur le terrain, ça ne va pas. Voilà, il n'y a rien qui va. Voilà. On nous dit que les enfants ont accès à l'école beaucoup plus.
Ouais, bah, si c'est pour l'accueillir 4 heures par semaine et que ça fait partie des quotas, pour moi, ça fait pas le job. Après, les IME, les CESA, tout ça, tous ceux qui ne sont pas accueillis à l'école, hélas, bah là, il y a 4-5 ans d'attente. Alors oui, c'est génial, on a créé ceci, on a créé cela, mais il y a de plus en plus de personnes diagnostiquées. Donc moi, je vois pas la différence. Franchement, je vois pas la différence. Et alors, sans parler les personnes internées en psychiatrie qui n'ont rien à y faire, faute de place ailleurs. Là, il y a Alberto, il y a Dimitri qui est décédé, qui est décédé à l'hôpital. Il y a Cynthia qui est décédée en IME, affaire classée. Donc, on pourra en faire des livres et des livres. Élise Couval, vous avez le sentiment que sur le terrain, les choses avancent, doucement mais sûrement, ou pas forcément? Quelle est votre perception, votre sentiment? Moi, je pense qu'on ne comprend pas encore suffisamment bien l'autisme, que les idées reçues persistent et qu'il y a encore beaucoup de stéréotypes. Alors, la sensibilisation, c'est un premier pas, mais elle peut réussir que s'il y a des suivis d'avancées concrètes. Il ne suffit pas de sensibiliser le public, il faut aussi transformer l'environnement pour qu'il soit réellement inclusif. Alors, pour moi, ça signifie créer des espaces adaptés, que ce soit dans les écoles, les lieux de travail ou dans la vie quotidienne, pour que les personnes autistes et plus généralement les personnes différentes puissent s'épanouir. Alors, ça inclut des formations pour les enseignants, les employeurs et les professionnels de santé, mais aussi une véritable révision des systèmes éducatifs et des politiques publiques. Tant qu'on ne met pas en place des infrastructures réelles et adaptées, je pense que la sensibilisation, elle ne pourra pas avoir un impact, en tout cas l'impact qu'on espère. Et vous, Élise, donc on l'a compris, votre burn-out, ça a été l'élément déclencheur. Mais est-ce que, pour ceux qui nous regardent, par exemple, est-ce qu'il y a des signaux avant que vous auriez pu voir ou en tout cas identifier? Oui, complètement. Et d'ailleurs, quand j'en ai parlé à mes parents, ils m'ont dit on savait qu'il y avait quelque chose avec toi qui clochait, c'est leur mot, mais à cette époque, on ne parlait pas de ça. C'est-à-dire que je viens d'un milieu rural. C'est vrai que dans les milieux ruraux, aller voir une psychiatre ou un psychiatre, c'était quelque chose qui était un peu mal vu. C'était un peu une honte d'avoir un enfant différent. Donc, du coup, on est passé à côté de tous les signaux. J'ai vu des orthophonistes, j'ai vu des médecins qui m'ont dit de faire du sport, tout un tas de choses qui m'a fait passer à côté. C'était quoi ces signaux, justement? Qu'est-ce qui était différent chez vous? Alors, il y a eu des automutilations, il y a eu beaucoup de crises, d'effondrements. Donc, à l'école, ça se passait très bien, mais quand je rentrais à la maison, c'était l'explosion, parce que je compensais énormément à l'école. C'est essentiellement les signes qui auraient pu aider à avoir le diagnostic d'autisme plus tôt, par exemple. Mes problèmes d'interaction sociale, le fait que j'arrivais pas à me faire des amis, des intérêts spécifiques. Au collège, je me suis investie dans une association de protection de l'environnement pour être à fond dans les oiseaux. Donc, je passais ma récréation à rentrer le nom d'oiseau sur Excel plutôt que d'aller me faire des amis, par exemple. Merci à toutes les deux, en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour vos mots, pour vos témoignages. Élise Couval, auteure et illustratrice de Vivre avec un TSA, les troubles du spectre autistique, aux éditions Mango. Et un grand merci à vous aussi, Corinne Baculard, présidente fondatrice de l'association Approche Globale Autisme. On va rappeler que vous avez lancé un magazine gratuit, un magazine Autisme gratuit. Je vous invite à aller le découvrir. Encore merci à toutes les deux. Merci pour vos mots, merci pour vos témoignages. Et on se retrouve très bientôt. Alix, à demain. À demain. À demain pour un nouveau numéro du MAG. Excellente journée.